À l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, un crash sans précédent. Je vous dirai tout ce que je sais. L'avion de ligne le plus rapide du monde s'est écrasé au décollage. Ils savent qu'ils vont mourir. Pas le temps! Quand ce crash s'est produit, ça a été un choc. Comment expliquer le premier crash du Concorde? Il perdait du carburant. L'enquête va mettre à jour 3 éléments déterminants. Un pneu éclaté, un réservoir perforé et une mystérieuse lamelle métallique. Ça ne ressemblait pas à une pièce aéronautique. Quelle est la clé du mystère? Nous n'avions pas le lien qui pouvait les réunir. Les éléments n'étaient pas clairs. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle compte parmi les plus fréquentés d'Europe. C'est aussi le seul sur le territoire français à accueillir un appareil au prestige inégalé, le Concorde. C'était un appareil absolument fantastique. On l'appelait le bel oiseau blanc, la fusée blanche. Fantastique. Le Concorde au décollage, c'était un vrai spectacle. Tout le monde venait le voir. C'était impressionnant. Il faisait beaucoup de bruit. C'était comme un meeting aérien. Le Concorde est une merveille de technologie. Le seul avion civil supersonique. Il peut voler à plus de 2 fois la vitesse du son, à une altitude effleurant la limite de l'espace. C'est un avion qui volait à plus de 55 000 pieds, presque 18 000 mètres. Là où le ciel est d'un bleu très profond. C'était vraiment un appareil exceptionnel. Les équipages du Concorde sont triés sur le volet. Air France 4590, vous voulez Whisky 10 ou la voie Roméo? Il nous faut toute la piste. Ok pour Roméo, Air France 4590. Aujourd'hui, c'est le commandant Christian Marty qui pilote le Concorde. C'est libre à droite? C'est libre. Jean Marco, le copilote, surveille les instruments. Inclinaison du nez. Avant de rouler jusqu'à la piste, l'équipage abaisse le long nez élancé. Sa forme aérodynamique, cruciale pour le vol supersonique, gêne en effet la visibilité au sol. Je vais accélérer avant de tester les freins. Christian Marty et Jean Marco, plus de 23 000 heures de vol à eux deux, appartiennent au club très fermé des pilotes de Concorde. Une élite dont Jean-Louis Chatelain faisait partie lui aussi. Les pilotes du monde entier rêvaient de s'installer aux commandes du Concorde. Mais c'est un appareil dont il n'existait que très peu d'exemplaires. Donc c'était réservé à des happy few. Fruit d'une collaboration historique entre la France et la Grande-Bretagne, le Concorde effectue son premier vol en 1969. Son aile delta caractéristique, l'aile gothique, permet de réduire la traînée à vitesse supersonique. À basse vitesse, en revanche, le concept a des inconvénients. Il est notamment plus difficile d'avoir la portance nécessaire au décollage. Avec l'aile delta, il y a beaucoup de traînée. Donc il faut compenser avec un niveau de poussée assez élevé. On a consommé combien? Gilles Jardineau, l'officier mécanicien navigant, surveille le carburant. Là, on a 800 kilos. Le Concorde est un appareil extrêmement gourmand. En roulant jusqu'à la piste, ces 4 moteurs ont déjà brûlé autant de carburant qu'une voiture moyenne en 6 mois. Voyager à bord du prestigieux supersonique est un luxe. De Paris à New York, un aller simple coûte plus de 9 000 $.
Ce n'était pas du tout hors de prix pour les passagers qu'on accueillait. Certains ne connaissaient même pas le prix du billet. Air France 4590, piste 26 droite. Autorisé décollage. 45-90 décolle, 26 droite. Gilles Logelin est le contrôleur aérien de service. J'étais dans la tour de contrôle sud, qui a une très bonne vue sur les deux pistes qu'on utilise. C'était une journée ordinaire. J'ai donné l'autorisation de décoller. Tout le monde est prêt? Oui. La vitesse de décollage du Concorde est de 198 nœuds, soit 40 de plus qu'un 747. Quatre vertes. Afin d'obtenir la poussée nécessaire pour cette vitesse très élevée, la post-combustion est enclenchée sur les 4 réacteurs. Quand on voit l'avion passer, on le sent et on l'entend, parce qu'il est bruyant et puissant. C'est vraiment fantastique, aussi bien pour le spectateur que pour le pilote. V1, Le copilote annonce que V1 est atteinte, la vitesse de décision. L'appareil va désormais trop vite pour pouvoir annuler le décollage. On ne peut plus s'arrêter. Il faut continuer et décoller, quoi qu'il arrive. attention! Tout à coup, l'appareil commence à virer vers la gauche. Stop! L'officier navigant presse le commandant d'annuler le décollage, mais il est déjà trop tard. Tandis que le commandant Marty fait décoller le supersonique, dans la tour de contrôle, Gilles Langelin réalise qu'une catastrophe se déroule devant ses yeux. C'était une situation totalement inattendue de voir des flammes s'échapper d'un appareil au décollage. Il n'y a pas de temps à perdre, donc j'ai immédiatement appuyé sur le bouton rouge, le bouton d'alarme. 45-90, vous avez des flammes derrière vous. Bien sûr. Un cône de flammes a surgi à l'arrière de l'appareil. Panne moteur 2. Procédure feu réacteur. Tandis que le commandant tente de garder le contrôle de l'appareil, l'officier navigant coupe le moteur en feu et actionne l'extincteur. Le badin. Le badin, c'est-à-dire l'anémomètre, affiche une vitesse dangereusement basse. Le badin, le badin. Il y a un problème. Un problème qui n'a pas été prévu à l'entraînement. Un problème auquel aucun pilote ne veut être confronté dans sa carrière. Gilles Logelin se hâte de dégager l'espace aérien autour du Concorde. Je voulais qu'ils aient toutes les options à leur disposition. Jean-Marco, le copilote, veut tenter de rejoindre l'aéroport du Bourget, non loin de Roissy. Le Bourget, le Bourget. Mais les flammes qui dévorent l'appareil ne laissent aucune chance à l'équipage. D'incroyables images de la catastrophe sont filmées par des amateurs. Dans la cabine, c'est la panique parmi les passagers terrifiés. Pas le temps! La merveille supersonique perd de l'altitude. Non! Et s'écrase sur un hôtel proche de l'aéroport. Oh mon Dieu. J'ai vu un gros nuage de fumée, comme un champignon. Jusqu'au dernier moment, j'ai cru que la catastrophe allait être évitée. Je me souviens que je me suis assis sur la moquette et que je me suis mis à pleurer. Il n'y a aucun survivant parmi les 109 passagers et membres d'équipage. On déplore également 4 victimes au sol. Je ne peux rien dire de plus. On était sous le choc.
C'est tout. Cet appareil occupait une place tellement à part dans l'histoire de l'aviation que, quand ce crash s'est produit, ça a été un choc dans le monde entier. Jusque-là, le bilan de sécurité du Concorde était excellent. En 31 ans de vol supersonique, pas un seul accident mortel. Cet avion étant tout simplement formidable et ça a été un choc pour tout le monde. Chargé de mener l'enquête, Alain Bouillard doit faire face à un défi sans précédent. Comment expliquer qu'un joyau de technologie qui semblait à l'abri des accidents ait pu connaître une telle catastrophe? À Gonesse, à côté de Roissy, l'hôtel Hotellissimo a disparu dans les flammes. Les enquêteurs veulent chercher des indices parmi les débris, mais les pompiers doivent d'abord éteindre le brasier. Et la difficulté était la chaleur intense qui régnait à proximité et sur le site et qui empêchait d'une part l'intervention des services de secours pour récupérer les enregistreurs de vol. Face à la pression médiatique internationale, Alain Bouillard et son équipe se mettent immédiatement au travail, en commençant par interroger tous les témoins. Je vous dirai tout ce que je sais. Gilles Logelin, le contrôleur aérien, était idéalement placé. Après un accident, on se souvient de chaque seconde du déroulement des événements. J'ai vu les flammes juste avant le décollage. Selon Gilles Logelin, d'énormes flammes sont apparues sur le côté gauche de l'appareil juste avant le décollage. D'autres témoins disent avoir entendu une explosion lorsque le Concorde accélérait sur la piste. Moins de 90 secondes plus tard, c'était la catastrophe. Seule certitude pour Alain Bouillard, l'incendie s'est déclenché avant que le Concorde ne quitte la piste. Nous nous sommes intéressés à la piste parce que l'événement s'est produit lors de l'accélération pour le décollage. L'enquêteur en chef envoie immédiatement des membres de son équipe examiner la piste. Il perdait du carburant. Des traces de suie montrent que le carburant de l'appareil s'est enflammé. D'autres indices déterminants sont découverts sur la piste. Quelques débris éparpillés tombés du Concorde au début de l'accident. Tout d'abord, il était évident qu'il y avait des traces de suie, donc des traces de feu qui étaient toujours visibles sur la piste, ainsi que des traces de carburant et des pièces diverses qui étaient restées sur la piste. Donc il a fallu collecter toutes ces pièces pour les conserver pour l'enquête. Pendant ce temps, dans un hangar non loin de l'aéroport, d'autres enquêteurs trient les débris ramassés sur le site du crash. Les deux boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées au milieu des décombres calcinés. Il est encore trop tôt cependant pour savoir si leurs données seront exploitables. Il y avait énormément de fuel à bord de l'avion et donc les enregistreurs, dont le CVR, ont été exposés aux flammes, ce qui est considéré comme la pire condition pour un enregistreur de vol. Les boîtes noires du Concorde sont conçues pour résister à 30 minutes de chaleur intense seulement. Les enquêteurs les envoient en urgence au laboratoire en espérant obtenir tout de même un résultat. Des bouts de pneus. Parmi les intrigants débris retrouvés sur la piste, se trouve une lamelle métallique tordue que personne ne peut identifier. Est-ce qu'on sait ce que c'est? D'abord, c'était un avion extrêmement compliqué. Puis, un avion détruit par le feu, où il restait très peu de morceaux. Je sais que ça, c'est un fragment de réservoir. Les premières pièces qui ont été trouvées sur le site étaient une pièce qui a rapidement été identifiée comme faisant partie d'un des réservoirs. Le Concorde compte pas moins de 13 réservoirs de carburant, un dans la queue et 12 autres qui occupent la quasi-totalité de la voilure. La présence d'un fragment de réservoir sur la piste
est un indice important. B1. Cela signifie en effet qu'au moins un des 13 réservoirs a été perforé au moment du décollage. Alain Bouillard étudie une vidéo de l'accident filmée par un chauffeur de camion. Il devait y avoir une fuite énorme. C'est la seule explication pour un tel incendie. La taille des flammes confirme que l'incendie a dû être causé par une importante fuite de carburant. L'ampleur de cette fuite conduit avec le mélange de l'air ambiant à un mélange extrêmement volatile et extrêmement inflammable. La cause de la fuite de carburant reste cependant inconnue. Heureusement, les techniciens ont pu récupérer les données de l'enregistreur de conversation du poste de pilotage. Bien, commençons. Alain Bouillard espère que le dialogue des pilotes permettra de clarifier les indices collectés. Tout le monde est prêt? Oui. Tout paraît normal lorsque l'équipage se prépare. 4 vertes. B1. Mais juste avant le décollage, un bruit puissant retentit. Attention! On aurait dit une explosion. Encore une fois, s'il vous plaît. Attention! Stop! 45-90, vous avez des flammes derrière vous. Bien reçu. Panne moteur 2. L'enregistreur de conversation de cockpit nous a permis très tôt de valider que l'équipage n'avait eu le problème que par la tour de contrôle, c'est-à-dire qu'il y avait un feu à l'arrière de l'appareil. Si l'enquêteur en chef sait désormais à quel moment l'incendie a éclaté, il en ignore toujours la cause. Je voudrais voir les débris ramassés sur la piste. Le Concorde comportant des pièces américaines, le NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, envoie Bob McIntosh participer à l'enquête. Il est exceptionnel qu'un représentant américain vienne enquêter sur l'accident d'un appareil français sur le territoire français. Mais le Concorde avait des pneus conçus et fabriqués aux États-Unis. Parmi les débris collectés sur la piste se trouvent de gros morceaux de pneus, dont certains pèsent plus de 4 kilos. Ça a dû éclater. Pour supporter le poids de l'appareil et résister à la chaleur dégagée au décollage, les pneus sont renforcés par une bande de caoutchouc très solide et remplie d'azote sous pression. De manière générale, les pneus d'avion sont très différents de ceux utilisés pour les voitures. Ils doivent supporter un poids énorme. Leur résistance est extrêmement élevée. L'éclatement d'un pneu de Concorde est comparable à l'explosion d'une petite bombe. Mais peut-être qu'un morceau de pneu a été projeté et a perforé le réservoir, ici, au niveau de l'aile. Attention! La force de l'explosion fait que ce n'est pas juste un simple éclatement de pneus. Il y a beaucoup d'éléments structurels et une bande de caoutchouc autour du pneu qui sont probablement projetés aux alentours, ce qui peut potentiellement causer des dégâts, bien sûr. Les enquêteurs découvrent alors des antécédents. À 6 reprises, un pneu de Concorde a éclaté en endommageant un réservoir. On a trouvé plusieurs événements avec des crevaisons de pneumatiques et des destructions de pneumatiques, voire dans certains cas de jantes. L'incident le plus sérieux s'est produit en 1979, lorsqu'un réservoir de carburant gravement endommagé par l'éclatement d'un pneu a forcé les pilotes à faire demi-tour juste après le décollage. Afin de remédier au problème, les autorités ont imposé un remplacement beaucoup plus fréquent des pneus du Concorde. Dès lors, comment expliquer l'éclatement d'un pneu relativement neuf au décollage? Les enquêteurs examinent à nouveau les débris métalliques retrouvés sur la piste. Peut-être que le pneu a été entaillé par quelque chose. Peut-être par ça. La forme de la pièce qui a été retrouvée, donc de la bande métallique, correspondait vraiment à la forme de la découpe sur le pneumatique.
Les 2 ou 3 premiers jours, beaucoup de théories circulaient sur les causes et les effets de l'éclatement du pneu, de la présence de la bande métallique et de la fuite de carburant sur le côté gauche de l'appareil. Je veux savoir d'où vient cette pièce. Et je veux savoir le poids du Concorde au décollage, pour essayer quelque chose. Tout de suite, la suite. Votre soirée sur National Geographic Channel et Nat Geo Wild. À 20h40 sur National Geographic Channel, une nouvelle saison de fou rire. Science of Stupid est de retour avec les plus belles gamelles du net et ça va faire mal. Et à 20h35 sur Nat Geo Wild, elle est fidèle au poste. Le docteur Michel Oakley soigne vaches, moutons, ânes ou caribous dans Michel ou la vie sauvage. Bonne soirée sur National Geographic Channel et Nat Geo Wild. Des projets ambitieux qui changeraient le cours de l'histoire. Des inventions mortelles pour gagner la guerre par la force. C'était le rêve de suprématie d'Hitler. National Geographic Channel revient sur les constructions du régime nazi, des blockhaus aux bases secrètes. Les plans extravagants du Führer révélés dans Nazi Mégastructure, saison inédite, tous les samedis à 20h40 sur National Geographic Channel. Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. Le crash du Concorde a laissé une scène de désolation. À travers le monde, les spécialistes, comme le grand public, restent stupéfaits de l'accident. Les Concorde d'Air France sont interdits de vol par les autorités françaises et les Britanniques suivent l'exemple peu de temps après. À Londres, les Concorde de British Airways sont restés cloués au sol. La reprise des vols dépendra entièrement des résultats de l'enquête. C'était un coup dur, en particulier pour l'opérateur britannique British Airways, alors qu'Air France s'y attendait, selon moi. L'avenir du Concorde, le joyau de l'industrie franco-britannique, est entièrement entre les mains d'Alain Bouillard et son équipe. Il y avait une pression médiatique qui était là, puisque c'était un avion qui était très très connu. Le seul avion supersonique et donc le premier accident mortel de Concorde. Soumis à une forte pression, les enquêteurs se concentrent sur la mystérieuse lamelle métallique retrouvée sur la piste. Selon moi, cette lamelle ne ressemblait pas à une pièce aéronautique. Et elle était tordue d'une façon très étrange. Donc nous pensions que c'était peut-être une pièce tombée d'une balayeuse de piste, ou d'un engin de construction, ou même d'un chariot porte-bagages qui était remorqué sur les pistes de l'aéroport. Les analyses en laboratoire révèlent cependant que le mystérieux débris est en titane, un métal souvent utilisé dans l'aéronautique pour sa légèreté. Et qui comportait de nombreux rivets à sa surface. Et c'est ce qui nous a laissé penser que c'était une pièce à usage aéronautique. La substance rougeâtre recouvrant un côté semble également indiquer que la pièce est probablement tombée d'un avion. L'analyse chimique révèle en effet qu'il s'agit d'un adhésif, souvent utilisé par les mécaniciens aéronautiques. Pour faire le lien entre les débris retrouvés sur la piste et les dégâts observés au moment du décollage, il a fallu beaucoup d'analyses en laboratoire. Un débris sur la piste aurait donc provoqué l'accident, mais les détails restent obscurs. La suivante ? Les enquêteurs ont besoin de savoir de quel avion la pièce provenait et comment elle a pu se détacher. Suivante. Il y avait beaucoup de pression au sein du BEA. Suivante. Suivante. Suivante.
Il fallait découvrir la provenance de cette pièce. Ça ne vient pas du Concorde. Il faut chercher ailleurs. J'étais sur place depuis plus de 2 semaines et nous ne savions toujours pas d'où venait cette pièce. Si des investigations méticuleuses ont permis d'éliminer la piste du Concorde, des dizaines d'autres appareils doivent être pris en considération. Il faut donc restreindre les recherches. Il me faut la liste de tous les avions qui ont utilisé la piste avant le Concorde. Un aéroport international comme Roissy-Charles de Gaulle accueille quotidiennement des centaines d'appareils. Les avions perdent des petites pièces, des pièces métalliques, que ce soit l'objet de réparation ou tout simplement des trappes de visite qui sont mal fermées et qui se séparent de l'avion. Donc c'est assez fréquent de trouver des pièces métalliques sur les pistes. Néanmoins, les pistes sont inspectées plusieurs fois par jour et tous les débris ramassés. Elle n'était pas sur la piste le matin. Ce qui nous laisse les avions ayant décollé après 13 heures. Nous avons recherché par élimination. Nous avons regardé, nous avons su très tôt que c'était une navette qui n'appartenait pas à Concorde, qui n'appartenait pas à des véhicules terrestres. Et nous avons regardé les avions qui avaient décollé avant le Concorde. L'heure de la dernière inspection de la piste permet de restreindre les recherches à 2 types d'appareils seulement. Parfait. Donc cette pièce vient soit d'un 747, soit d'un DC-10. Il faut savoir. Les enquêteurs examinent minutieusement les schémas des 2 appareils. Rien du tout. Jusqu'à enfin trouver une piste. C'est quoi ça? La lamelle métallique semble provenir d'un moteur de DC-10. Il s'agirait d'une pièce appelée bande d'usure, dont le rôle est de protéger les pièces mobiles à l'intérieur du réacteur. Néanmoins, elle n'est pas essentielle du point de vue de la sécurité. Bien sûr, nous étions tous très impatients de savoir si ce débris provenait réellement d'un moteur de DC-10. Les enquêteurs vont devoir répondre à cette question le plus vite possible, car le monde entier veut savoir pourquoi le joyau de l'aviation civile s'est écrasé en flammes. C'est alors que survient un coup de pouce du destin. À l'aéroport Charles de Gaulle, un enquêteur remarque une anomalie sur le moteur d'un DC-10, faisant régulièrement la liaison entre Paris et les États-Unis. Néanmoins, c'est une vision fugitive, quelques instants avant le décollage. Il a pu entrevoir quelque chose. C'était rapide mais suffisant pour dire « Je pense qu'il y a une anomalie et peut-être que la lamelle métallique venait de cet avion ». Les dossiers de vol révèlent que ce même DC-10 a décollé sur la piste 26 droite quelques minutes seulement avant le Concorde. Le débris fatidique provenait-il de cet appareil? Ce n'est pas tout à fait ça, mais on n'a pas mieux. Nous n'avions pas la lamelle métallique, qui était toujours en possession des gendarmes. Alain Bouillard confie une copie à Bob McIntosh, dans l'espoir que celui-ci puisse déterminer si le DC-10 suspect est bien l'appareil recherché. Nous étions tous scotchés au téléphone pour essayer de retrouver cet avion. Parce qu'entre-temps, le DC-10 avait quitté Charles de Gaulle pour aller faire des vols intérieurs en Amérique du Nord. Bob McIntosh retrouve rapidement le DC-10 qui est à Houston. Pour examiner le moteur, il va devoir se rendre sur place. J'en faisais vraiment une affaire personnelle. Je voulais retrouver cet appareil et identifier précisément la provenance de cette lamelle métallique. Si Bob McIntosh ne parvient pas à identifier le débris, la cause exacte de la catastrophe risque de rester une énigme. À Paris, Alain Bouillard peut enfin présenter une théorie pour expliquer l'un des accidents les plus choquants dans l'histoire de l'aviation. C'est bien. On va voir si ça peut entailler un pneu.
Incroyablement, tout aurait commencé avec une mince lamelle métallique. Cette pièce serait tombée d'un DC-10 sur la piste 26 droite. V1. Et elle aurait fait éclater un pneu du Concorde. Attention! Stop! Puis un morceau de pneu aurait perforé un réservoir. Il est temps de mettre cette théorie à l'épreuve. Donc la première chose qu'il a fallu faire, c'est essayer de reproduire la rupture du pneumatique pour essayer d'expliquer la taille des morceaux observés. Et donc voir s'il était possible que cette lamelle métallique ait pu provoquer les dommages observés sur les débris. Les enquêteurs utilisent une copie exacte de la lamelle métallique retrouvée sur la piste, qui est placée sous un pneu de Concorde neuf. Une remorque à 2 roues chargée de lourdes boîtes va simuler l'énorme poids de l'appareil, soit une charge d'environ 25 tonnes par pneu. Les enquêteurs ont besoin de savoir si une mince lamelle métallique peut suffire à faire éclater les pneus haute résistance du Concorde. Le résultat est spectaculaire et ne laisse aucune place au doute. Incroyable. La preuve est faite. C'était fantastique. C'était parfait. Les pneus et les réservoirs étaient mis à rude épreuve. Alain Bouillard est convaincu d'avoir résolu l'énigme. Dans l'espoir de confirmer sa théorie, les enquêteurs étudient les fragments du réservoir. Mais il y a un problème. Si un débris de pneu avait percé le réservoir, l'impact aurait dû se produire de l'extérieur vers l'intérieur. Or, le fragment retrouvé sur la piste a subi une poussée en sens inverse. La théorie d'Alain Bouillard est mise à mal par cette découverte. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si ce n'est pas un morceau de pneu qui a percé le réservoir. Alors quoi? L'enquête semble dans l'impasse. Nous avions ces éléments et nous n'arrivions pas à faire la liaison entre ces morceaux de pneumatique, la lamelle, le morceau de réservoir. Tout ça était encore des éléments isolés et nous n'avions pas le lien qui pouvait les réunir. Il y a quelque chose qui nous échappe. Je n'ai jamais vu ça. Le phénomène qui a provoqué la rupture du réservoir était vraiment exceptionnel. L'énigme s'épaissit. Comment expliquer que l'un des réservoirs du Concorde ait été perforé de l'intérieur? Si les enquêteurs ne trouvent pas la réponse, la mort de 113 personnes restera un mystère. L'examen des fragments de réservoirs retrouvés sur la piste a mené l'enquête dans l'impasse, et Alain Bouillard est au pied du mur. Ça fait beaucoup de carburant. Le jour du crash, les 12 réservoirs répartis dans l'énorme aile delta étaient tous entièrement remplis. Ça veut dire que pour des tronçons comme un Paris-New York, on est obligé de remplir les réservoirs du Concorde au maximum de leur capacité. Si jamais on ne le faisait pas, on ne serait pas en mesure d'arriver avec les réserves nécessaires de l'autre côté de l'Atlantique. Dans un réservoir, il n'y a que du carburant. C'est peut-être le carburant lui-même qui a percé le réservoir. La grande quantité de carburant embarqué mène à une théorie surprenante. Lorsqu'un projectile percute à grande vitesse un récipient plein de liquide, l'onde de choc qui se propage peut être assez puissante pour perforer une paroi à un endroit différent de l'impact initial. L'onde liquide va se déplacer et donc va pousser de manière égale sur toutes les parties du réservoir. Et c'est la partie la plus faible du réservoir qui sera amenée à rompre. Le réservoir doit être complètement plein. Alain Bouillard fait procéder à une simulation informatique. Le morceau de pneu fait 4,5 kg. Le phénomène auquel nous pensions ne pouvait se réaliser qu'avec un réservoir plein. Ok. On va voir ce qui se passe. L'enquêteur sait que sa théorie risque d'être accueillie avec suspicion. Il n'y a aucun antécédent pour un tel accident à bord d'un avion.
Feu. Le modèle informatique permet de simuler l'impact du morceau de pneu. Pour Alain Bouillard, c'est le moment de vérité. On réessaye. Mais cette fois, on vise plus à gauche. Il y a peut-être un point faible. Des ajustements minimes peuvent changer le résultat. Feu! Mais la preuve est faite. C'est bon. Bravo. L'impact d'un morceau de pneu peut entraîner une perforation de l'intérieur du réservoir. Nous avions la conviction que c'était ce phénomène qui s'était produit. C'était une révélation pour nous tous et une explication très plausible pour cette importante fuite de carburant. La provenance de la lamelle métallique est plus importante que jamais. À Houston, Bob McIntosh se prépare à inspecter le DC-10 qui a décollé 5 minutes avant le Concorde. C'est le responsable de la sécurité de Continental Airlines qui nous a accueillis. Nous étions tous conscients de la gravité de la situation et du fait que nos actes allaient sûrement avoir de vraies conséquences. L'enquêteur remarque immédiatement une anomalie sur l'un des moteurs où une bande d'usure paraît manquante. Tu peux me faire un zoom? Nous avons demandé à un mécanicien d'ouvrir le capot pour accéder à l'endroit où il manquait une bande. L'emplacement de la pièce manquante porte des traces d'un adhésif rougeâtre qui ressemble à celui retrouvé sur la lamelle métallique en France. Visiblement, la pièce ne convenait pas et quelqu'un avait essayé de la fixer un peu mieux en utilisant cette espèce de mastic ou de colle. On verra ce que dit le labo. Le support de capot semble également comporter des trous de rivets supplémentaires. Bob McIntosh vérifie soigneusement si leur espacement correspond aux trous percés dans la lamelle métallique. Bingo! Les trous s'alignent parfaitement. Nous avions trouvé le coupable. Pour nous, il ne faisait aucun doute que la lamelle métallique venait de cet appareil. Donc il y avait beaucoup d'émotions mêlées à ce moment-là. Bob McIntosh a besoin de savoir comment un appareil d'une grande compagnie américaine a pu ainsi perdre une pièce et provoquer une telle catastrophe. En examinant le dossier de maintenance du DC-10, il découvre que la bande d'usure a été remplacée quelques semaines seulement avant l'accident. Les trous, usinés dans la pièce de remplacement, ne s'alignant pas avec ceux du capot, le mécanicien en a percé de nouveau. Puis il a ajouté un adhésif pour mieux maintenir la bande. Les tests en laboratoire révèlent que l'adhésif utilisé sur le DC-10 est identique à celui retrouvé sur la lamelle métallique à Charles de Gaulle. Il n'y a pas eu de manquement délibéré au règlement. On peut simplement dire que le travail n'a pas été fait avec le professionnalisme que l'on peut attendre, en particulier pour une compagnie aérienne de premier plan. La pièce de remplacement n'est restée en place que 16 jours avant de tomber sur la piste de décollage, 5 minutes avant le passage du Concorde. Pour Alain Bouillard, une dernière question reste à résoudre. Pas le temps! Pourquoi les pilotes n'ont-ils pas annulé le décollage afin d'éviter la catastrophe? Non! Tout de suite, la suite. Votre soirée sur National Geographic Channel et Nat Geo Wild. À 20h40 sur National Geographic Channel, une nouvelle saison de fou rire. Science of Stupid est de retour avec les plus belles gamelles du net et ça va faire mal.
Et à 20h35 sur Nat Geo Wild, elle est fidèle au poste. Le docteur Michel Oakley soigne vaches, moutons, ânes ou caribous dans Michel ou la vie sauvage. Bonne soirée sur National Geographic Channel et Nat Geo Wild. I still believe in a place called hope. National Geographic Channel, c'est un regard différent sur le monde. Une porte ouverte sur la connaissance. Fait de société, ingénierie moderne, exploration scientifique. Notre voyage ne fait que commencer. Partez à la conquête du savoir, avec des documentaires de prestige, tous les dimanches à partir de 20h40 sur National Geographic Channel. Découvrez l'archipel des îles Vierges britanniques en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. 5 years ago, these fields were a barren wasteland. But all of this has changed now, because bees are back. These little marvels of advanced robotics are second-generation new bees. Far superior to their nature counterparts, they have been successfully implemented all over the world. Unlike standard bees, new bees are fully equipped to fight their natural enemies. Nothing can harm them. New bees blend in perfectly with nature and are programmed not to harm us. New bees. The future is already here. Pour être un parfait prédateur, il n'y a que 3 règles à suivre. Règle numéro 1, avoir toujours faim. Règle numéro 2, être toujours en colère. Règle numéro 3, ne jamais oublier les 2 premières. Un monde mortel, tous les mardis à partir de 17h20 et 20h35 sur Nat Geo Wild. Votre don sauve des vies. Agissez maintenant sur msf.fr. Les techniciens ont réussi à extraire les données de la boîte noire calcinée. Tout le monde est prêt? Oui. Les moteurs fonctionnent, la vitesse augmente. Combinées à l'enregistrement des conversations, les données de vol permettent de reconstituer une situation basculant soudainement de l'urgence au drame. Quatre vertes. Le Concorde accélère sur une piste de 4 km de long et atteint la vitesse de 333 km/h. Attention! Au moment où le carburant prend feu, l'énorme appareil a besoin de plus de 1500 mètres pour s'arrêter. Or, le bout de la piste n'est plus qu'à 900 mètres environ. Les pilotes n'ont pas le choix. Un arrêt de décollage initié à la vitesse de plus de 180 nœuds aurait conduit à la perte totale également de l'avion. 2 des 4 moteurs sont en flammes. Il a perdu les moteurs 1 et 2 presque au même moment. L'équipage s'est alors trouvé confronté à un avion qui avait perdu la moitié de sa poussée. Avec 2 moteurs seulement, l'appareil ne peut pas grimper. Le badin! Le badin, le badin!
Il est totalement pris au dépourvu. Et tout se passe en 3 secondes environ, ce qui est un laps de temps très court. Nous savons tous l'importance de ce paramètre vitesse sur les avions avec des ailes delta. Et donc l'avion s'est trouvé dans une position très difficile. Le train! Les pilotes tentent de rentrer le train d'atterrissage pour diminuer la traînée. Le train, Jean! J'essaye. Mais le mécanisme du train a été endommagé. La rupture du pneumatique a produit différents dommages des portes, des trappes de train. Ces portes n'ont pas été vues dans des positions correctes, de pouvoir être manœuvrées, tout simplement, et de pouvoir être rétractées. L'enregistrement montre toute la détermination et le professionnalisme des pilotes. Le Bourget! Le Bourget! Mais les flammes qui ravageaient l'aile ne leur ont laissé aucune chance. À partir d'un moment donné, ils savent qu'ils vont mourir, mais ils ne paniquent pas. Jusqu'au bout, ils tentent de trouver une solution. Selon les estimations des enquêteurs, l'incendie aurait atteint une température de plus de 2000 degrés, ce qui est assez chaud pour faire fondre du métal. Pas le temps! Non! Non! Il n'y avait rien qu'il puisse faire. Nous sommes convaincus qu'à partir du moment où l'avion avait roulé sur la lamelle, la catastrophe était inévitable. Suite aux recommandations du rapport d'accident, plusieurs mesures sont prises pour améliorer la sécurité. Les pneus du Concorde sont renforcés afin de mieux résister à la vitesse et au poids de l'appareil. Pour éviter les fuites, des plaques de Kevlar sont ajoutées au réservoir de carburant. Par ailleurs, les autorités aéroportuaires améliorent la surveillance des pistes et la collecte des débris. Le plus étonnant, c'est qu'on a un bout de métal de 200 grammes sur la piste. Et finalement, ce petit débris provoque une des plus grandes catastrophes de l'histoire de l'aviation. Un an après le crash, une cérémonie officielle honore la mémoire des victimes en présence du président Chirac. J'étais présent et d'une certaine manière, cette catastrophe fait partie de ma vie. C'est l'expérience qui m'a le plus marqué. J'aurais tout donné pour ne pas avoir été là, mais c'est tombé sur moi. « 15 mois après l'accident, le Concorde peut enfin reprendre ses vols. Alain Bouillard, qui a contribué à sauver l'appareil, en profite pour voyager à bord peu de temps après. J'ai eu cette chance de voler comme passager sur Concorde. Moi, je n'ai retenu que cette couleur du ciel au niveau 600, cette sensation d'accélération, cette sensation de vitesse. C'est des sensations très particulières, uniques, que je n'ai pas encore retrouvées et que je ne retrouverai peut-être jamais. Néanmoins, le retour du Concorde, le seul supersonique civil au monde, est de courte durée. 2 ans plus tard, Air France et British Airways retirent définitivement l'appareil du service en raison de l'augmentation du prix du carburant et de la baisse de rentabilité. Le 26 novembre 2003, le Concorde fait son dernier vol. Pour la première fois dans l'histoire de l'aéronautique, c'était un pas en arrière. Le transport supersonique existait, mais c'est fini. C'était triste de voir cet appareil retiré du service. D'un autre côté, il faut garder à l'esprit que cette technologie datait de 1965. Donc le temps était probablement venu de retirer l'appareil et de passer à des choses plus modernes. We are in an emergency. This is a true story,
The reconstructions are based on an original air traffic control transcript. In 1998, off Canada's east coast, a modern passenger jet, run by one of the world's best airlines, catches fire at 33,000 feet. Swissair 111, we are dumping fuel now, and we must land immediately. In the final 6 minutes, communications from the cockpit cease. It's burning already! Then, the plane plummets into the ocean. "229 people are dead. What caused the fire is a mystery." Many of the vessels reported to the Canadian Navy vessels standing by on scene that they were finding bodies and making repeated requests for more body bags and get the bodies that were... Now, after one of the largest investigations in aviation history, the complete story behind the loss of Swissair Flight 111 can finally be told. It's a wake-up call for the entire airline industry to ensure that what happened aboard Swissair would never happen again. September 2nd, 1998. Swissair Flight 111 prepares to depart New York's JFK International Airport en route to Geneva, Switzerland. The aircraft is a McDonnell Douglas 11, or MD-11, a model first developed in 1986 as a highly automated, modern improvement on the antiquated DC-10. It is considered one of the most reliable large passenger jets in the skies, and Swissair pilots are among the world's best trained. Okay, after start checklist. Engine anti-ice. Not required. Roger, not required. Take off. Swissair 111's pilots are Captain Urs Zimmermann and First Officer Stefan Lowe. Swissair 111, hold short, 3-1 left. Zimmermann encourages an easygoing atmosphere in the cockpit, but he is also known for his by-the-book precision. When not flying, he trains new pilots for Switzerland's national airline. Flaps and slats. Flaps set, 15 degrees. Set of 15. On board are 215 passengers, 12 crew, and the 2 pilots. Most passengers are French, American, or Swiss. Among them is 23-year-old Stephanie Shaw, on her way home to her parents in Geneva. Stephanie was blessed in many ways. She was physically very attractive. She was an intelligent girl. The reason she went to New York was that she had been invited to become a member of the World Economic Forum, which is based in Geneva, and she wanted to have this trip before she joined. She was a darling, an absolute darling. Swissair 111 Heavy, clear for takeoff. Cleared for takeoff. Roger, Swissair 111. In the spirit of safety, the Swissair pilots push the throttles forward together, ensuring that no single pilot can botch a takeoff. VR, V2. Swissair Flight 111 lifts off the runway and makes her way northeast toward the open Atlantic. For the first 15 minutes after takeoff, there is no communication from Swissair 111. It is an unusual, small detail that would later baffle investigators. Atlantic air traffic is handled by a remote center in Moncton, New Brunswick, Canada. Almost half an hour after takeoff, Captain Zimmermann makes his first communication with Moncton.
Moncton Center, Swissair 111 Heavy. Good evening, level 330. Swissair 111 Heavy, Moncton Center. Good evening. Reports of occasional light turbulence at all levels. Moncton, Swissair. It is a perfectly normal beginning to a transatlantic crossing. In first class, Swissair passengers are among the first in the world to have a personalized in-flight entertainment network. Though now common, the system is an innovation in 1998. Passengers can choose their own movie, browse the internet, and gamble. They evaluated the market and they thought that introducing a modern in-flight entertainment system combined with a gambling system so that passengers actually can use their credit card and gamble during long-range flights would make them more attractive. This luxury would be the source of controversy to come. Smell something? Yeah, what is that? Go have a look, I'll take the controls. Roger, you have control. First Officer Lowe investigates the area near the air conditioner vent. Harmless smoke traces from air conditioning systems are common on commercial jets. I don't see anything, Urs, and there's nothing up there now. You hail for me, Captain? Stefan and I were sure we smelled smoke a few seconds ago. Can you smell anything? I smell it too, yeah. Could you smell in the cabin before you came in? No, definitely not. They agree the air conditioner is the likely culprit. Can't see it or smell it anymore. Air conditioning, is it? Yeah. Please close it, thanks. Behind the sealed panel, the pilots cannot see that the problem is getting worse. Less than 45 seconds after smoke disappeared in the cockpit of Swissair 111, it's back. Zimmerman follows Swissair procedure. He makes plans to divert the plane for the nearest place to land. Find the closest place to land, Stefan. We'll need the nav charts from the library, also weather data for the area. Boston's close. It's not doing well at all up there. Zimmerman radios air traffic control in Moncton, New Brunswick. Moncton Center, Swissair 111 Heavy, good evening. United 920 Heavy, Moncton Center. The controller exchanges information with another aircraft before responding to Swissair. Other aircraft calling, say again. Swissair 111 Heavy is declaring pan. We have smoke in the cockpit. Request immediate return to a convenient place, I guess. Boston. Pan is an international term used to notify air traffic control of an urgent situation, one step below declaring Mayday. You say to Boston you want to go? I guess Boston. We need first the weather there. We are starting right turn here, Swissair 111 Heavy. Swissair 111, roger, and... Descent to flight level 310. 310. 310, Swissair 111 Heavy. This is the first interview with one of the air traffic controllers in Moncton. My name is Bill Pickerel, and on September 2nd, 1998, I was one of two Halifax terminal controllers working the evening shift.
The PAN in any kind of a special condition is usually dealt with as an emergency, and this in fact was dealt with that way. The aircraft was immediately given priority, and the high-level supervisor initiated a call to the Rescue Coordination Center. Pickrell's colleague determines that Swissair 111 is just 66 nautical miles from Halifax and 300 from Boston. But pilot Zimmerman has chosen an airport he knows. A lot of times when you're having a problem, you would rather be dealing with an issue where you're much more familiar with the airport, because that relieves a little stress on you. This is his initial problem. He's sitting there, he's looking up there, and he's trying to think, well, I got smoke here. Now, what does it mean? Let's see, where are we? Where's the closest place I can go to that I can talk to a Swissair mechanic? Boston. Swissair 111 Center. Swissair 111 Heavy, go ahead. Would you prefer to go into Halifax? Orders, we better put the mask on. Stand by. Realizing their location, Zimmerman decides Halifax is the best option. Affirmative, Swissair 111 Heavy. We prefer Halifax from our position. Swissair 111, roger. Proceed direct to Halifax. Descend now to flight level 290. Level 290 to Halifax, Swissair 111 Heavy. The controller signs off with another aircraft. His jurisdiction is high-altitude flights. As Swissair is on descent to Halifax, he hands over responsibility to terminal controller Bill Pickrell. At that point, everything was normal. I gave the pilot an initial descent, and he requested to level off at an intermediate altitude to get the cabin in order for the landing, which I took to mean that they needed to pack away dinner trays and things like that. It was an indication to me that while his situation was unusual, that they weren't considering it as an emergency at that time. Watch your speed, Stefan. Don't descend too fast. Roger. Yes, Captain. We have smoke in the cockpit here. Have the cabin crew prepare for landing. We'll be setting down in Halifax in about 20 minutes. I'm about to start the checklist here. Yes, Captain Zimmerman. Zimmerman has 2 checklists for smoke in the cockpit. To complete both will take 20 minutes. This is Swissair company policy. In the meantime, Lowe continues the descent into Halifax. Stefan, I'll need you to handle the radio while I do this checklist, all right? 119.2 for the Swissair 111 Heavy. Roger. Swissair 111 is now at about 25,000 feet. Pickrell advises them to descend to 3,000. But First Officer Lowe says he'd rather fly at 8,000 until the passenger cabin is cleared. His decision to remain high underscores the sense of control in the cockpit. 2979. From my point of view, it gave all initial appearances that it should be a fairly straightforward operation, that assuming that everything happened normally, the aircraft would require a minimum of handling to lead him into Halifax. Swissair 111, you can descend to 3, level off at an intermediate altitude if you wish, just advise. But Pickrell is concerned the plane is not coming down fast enough. It appeared that the aircraft might have been a little bit high, and I wanted to ensure that the pilots were aware of how far they were from the airport, how many miles they had to fly, so that they could judge their own descent and make their decision about what they wanted to do. Roger. At the time, we descend to 8,000 feet, and we are clear at any time to 3,000 feet. I give you advice. Okay, can I vector you to set up for runway 06 at Halifax? Roger, vector for 6 will be fine. Swissair 111 Heavy. Swissair 111, roger. Turn left heading of 030. Left heading 030 for the Swissair 111 Heavy.
Captain Zimmerman needs information for the unfamiliar airfield, but his flight bag is out of reach. He summons the flight attendant to help. You hailed me, Captain. For 2 minutes now. I need that flight bag there. It's got the approach charts for Halifax. Okay, get back to your crew. Yes, Captain. This is your matron at cabin speaking. The chief flight attendant notifies passengers that the flight is being diverted. There is no panic. The plane is flying normally, and there is no sign of smoke in the cabin. Swiss Air 111, the localizer frequency is 109.9. You've got 30 miles to fly to the threshold. We're going to need more than 30 miles. But still, at more than 20,000 feet, Swiss Air 111 is too high to make a landing in 30 miles. The frequency is a 109.9 for the localizer. Okay, Roger, 109.9, and we are turning left, heading north, Swiss Air 111 Heavy. And we've got to dump fuel. Agreed. So far, communications from Swiss Air have been calm. Still, Moncton Center initiates emergency efforts at Halifax Airport. Preparing ground crews for the landing of Swiss Air 111, Pickerel seeks more information. Swiss Air 111, when you have time, could I have your number of souls on board and your fuel on board, please, for emergency services? Roger. At this time, fuel on board is 230 tons. We have to dump some fuel. May we do that in this area during descent? Pickerel is surprised to learn so late that Swiss Air 111 needs to dump fuel. At that point, it became more of a complicated situation. In fact, with every transmission after that, it became more and more complicated. Pickerel considers his options for a safe place that won't take the aircraft too far from Halifax. He decides to direct the aircraft over St. Margaret's Bay, about 30 miles from the airport. Dumping fuel is standard procedure. A fully fueled jumbo jet is too heavy and could break up on landing. Are you able to take a turn back? But co-pilot Lowe wonders if, given their situation, they might forego the regulations. They want us to turn to the south. Should we just forget about dumping and just land? No, dump it. Okay, we are able for a left or right turn to the south in order to dump. I initiated the vector back toward St. Margaret's Bay to start him in that direction. It indicated to me that, again, it wasn't a critical situation on board, that in fact he did have time to be able to go back and dump his fuel over the water. Swiss Air 111, Roger. Turn left heading of 200 degrees and advise me when you're ready to dump. It will be about 10 miles before you're off the coast. You will still be within about 25 miles of the airport. Roger, we are turning left, 200. In that case, we are going to descend to only 10,000 feet in order to dump the fuel. Roger, maintain 10,000. I'll advise you when you're over the water. It will be very shortly. Roger. Are you in the emergency checklist for air conditioning smoke? Yes. Swiss Air 111, say again, please. Sorry, that was not for you. Swiss Air 111 was asking internally. Okay. Airspeed is decreasing below 306. Level off speed here? Just fly the plane as usually fit stuff on. Swiss Air 111, continue left heading 180. You'll be off the coast in about 15 miles. Left heading 180, Roger. Swiss Air 111 and maintaining at 10,000 feet. Roger. Cabin bus off. Cabin bus off, Roger. The cabin bus switch knocks out all the lighting in a cabin. It is an indication for the passengers that something is wrong, but hardly alarming. Ladies and gentlemen, we have temporarily lost the lights in the cabin. Please remain calm. The crew will be coming around with flashlights to assist in landing. Despite a cockpit filled with smoke, there is still no trace in the passenger cabin.
35, 40 miles of the airport if you have to get back to the airport in a hurry. Okay, that's fine with us. Please tell us when we can start to dump the fuel. Suddenly, the MD-11 sends out a warning that the smoke is a sign of a more serious problem. Autopilot, disconnect. Copy that, autopilot, disconnect. Swissair 111. The fire has now reached the plane's autopilot, and this is just the beginning. 10,000, 11,000 and 9,000 feet. Swissair 111, you can block between 5,000 and 12,000 if you wish. One by one, systems all over the aircraft fail. In seconds, the calm in the cockpit dissolves. Between 12 and 5,000 feet. We are declaring emergency now. Swissair 111 at time 0124. The two pilots speak simultaneously. Combined with other distractions in the control room, Pickerel is unable to hear a critical transmission. Lowe's declaration that they must land immediately. We are dumping fuel now. We must land immediate. Swissair 111, just a couple more miles. I'll be right with you. Roger that. And we're declaring emergency now. Swissair 111. Missing this transmission is a moment Bill Pickerel relives today. I'm not sure that it's a feeling that you can adequately describe. I recall reviewing the events of that night 1,000 times to determine if there was something additionally that I could have done, or if there was some mistake that I might have made, or was there any way that I contributed to this. And eventually I was able to come to the point of realization that there wasn't anything that I could have done, that everything that could have was done. Now, there is nothing to do but wait. I'm just flying and nothing else. 30 seconds after declaring emergency, the pilots of Swissair 111 face an inferno. All my screens are down. I'm flying on standby instruments, maintaining 300. Swissair 111, you are cleared to commence your fuel dump on that track, and advise me when your dump is complete. Swissair 111, check. You are cleared to start the fuel dump. There is no further communication from the aircraft. Six minutes later, residents of Peggy's Cove hear a deafening explosion. No one knows what happened to 229 people after 360 seconds of silence. It was probably one of the most helpless feelings that any individual can have, not being able to do anything but just sit and watch the target and hope that it would turn back toward the airport. And of course it didn't. Would-be rescuers glimpsed the terrible remains of Swissair 111. Only one human body is discovered intact. In Geneva, Ian Shaw has a premonition about his 23-year-old daughter, Stephanie.
That night, the night on which she was due to return, for reasons I can't explain even now, I was restless and I was disturbed, and I slept early.